Pourquoi les hommes puissants devraient-ils protéger les faibles? Pourquoi ceux qui occupent les plus hautes places dans la société devraient assumer davantage de responsabilités que les autres? Cette idée, ce concept, qui a traversé les siècles sous le nom de noblesse oblige, est l'un des fondements moraux les plus anciens de la civilisation occidentale. L'expression signifie littéralement que le statut de noblesse impose des obligations. Elle repose sur une conviction simple: plus un individu possède de pouvoir, d'honneur, de richesse ou d'influence, plus il lui incube d'agir avec vertu. Le privilège n'est donc pas seulement un avantage, il est également un devoir. Bien avant que cette idée soit aujourd'hui formulée en français, et que cette formulation vienne d'un français d'ailleurs, Pierre-Marc Gaston de Lévy, duc, écrivain, philosophe et membre de l'Académie française, d'ailleurs même en anglais on prononce cette maxime en français, elle existait déjà dans les sociétés antiques. Les premiers récits héroïques de la Grèce antique montrent que les hommes appelés à commander devraient donner l'exemple. Ils ne devraient pas seulement recevoir les honneurs de leur rang, ils devraient aussi se montrer dignes de ceux-ci. Dans l'Iliade du poète grec Homère, les chefs guerriers ne sont pas censés rester à l'arrière pendant que les hommes combattent. Ils doivent marcher en tête, affronter les plus grands dangers et démontrer leur courage devant tous. Le prestige dont ils jouissent est par conséquent directement lié à leur capacité à assumer les responsabilités qui accompagnent leur position. Pour les Grecs, l'excellence personnelle ne se limitait pas à la force ou à la richesse, elle impliquait engagement envers la cité. Les citoyens les plus fortunés étaient souvent attendus pour financer certaines activités publiques, des fêtes religieuses aux représentations théâtrales. Cette pratique reposait donc sur l'idée que ceux qui avaient reçu davantage devaient aussi contribuer davantage au bien commun. Un peu une sorte d'ancêtre au contrat social actuel, on pourrait dire d'ailleurs. Cependant, cette générosité n'était pas toujours désintéressée. Les penseurs grecs observaient déjà que les élites pouvaient utiliser leur largesse afin de maintenir la stabilité sociale. En soutenant les institutions publiques et en partageant une partie de leur richesse, elles renforçaient leur prestige tout en limitant les tensions entre les différentes classes de la société. Les Romains développèrent une conception semblable. Dans leur monde, les grandes familles patriciennes étaient liées à de nombreux clients qui dépendaient de leur protection. Le patron offrait aide, soutien juridique ou assistance matérielle. En retour, il recevait loyauté et reconnaissance. Cette relation créait un réseau d'obligations réciproques qui structurait une grande partie de la société romaine antique. À mesure que Rome s'enrichissait, les membres de l'élite firent souvent construire des édifices publics, financer des spectacles ou améliorer les infrastructures de leur cité. Ces gestes étaient perçus comme une manifestation de leur devoir envers la communauté. L'honneur d'un homme ne dépendait pas seulement de sa fortune, mais aussi de la manière dont il l'employait. Avec l'essor du christianisme, cette conception du devoir prit une dimension nouvelle. Les évangiles insistent à plusieurs reprises sur la responsabilité morale de ceux qui possèdent beaucoup. Par exemple, dans Luc 12,48, Jésus dit « À qui l'on a beaucoup donné, il sera beaucoup demandé, et à qui l'on a beaucoup confié, on exigera davantage. » De par cette citation, les biens matériels sont présentés comme des dons dont chacun devra rendre compte. Les premiers chrétiens accordèrent donc une importance particulière à l'assistance des pauvres, des malades et des exclus. Le service des plus faibles devint progressivement l'un des critères permettant de mesurer la valeur morale d'un individu, auquel on peut citer. Alors il s'assit, appela les 12, et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » En Marc 9,35. Ou encore « En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Marc 10,45. Ces citations tirées des évangiles peuvent nous faire comprendre donc l'importance du service aux autres, et particulièrement aux plus faibles ou aux malades, que portaient les premiers chrétiens, tel le confiait Jésus. La vie de nombreux saints d'ailleurs peut le confirmer. Parmi les récits les plus célèbres figure celui de Martin de Tours. Alors qu'il était encore soldat, il aurait rencontré un homme démuni souffrant du froid. N'ayant rien d'autre à offrir, il partagea son manteau avec lui. Ce geste, devenu emblématique dans toute la chrétienté, illustrait parfaitement l'idée selon laquelle la véritable grandeur consiste à mettre ses ressources au service d'autrui, tel le Christ, d'ailleurs, qui s'est sacrifié pour le péché de tous les hommes. Au cours du Moyen-Âge, cette vision s'intégra profondément à l'organisation de la société. Le monde féodal reposait sur une hiérarchie complexe, où chaque rang s'accompagnait de devoirs spécifiques. Le seigneur possédait des terres et exerçait l'autorité, mais il devait également assurer la protection de ceux qui vivaient sous sa juridiction. En échange, ses vassaux lui devaient fidélité et service. Dans son principe idéal, le pouvoir n'était donc jamais conçu comme un simple privilège. Il impliquait une responsabilité permanente envers ceux qui dépendaient de lui. Lorsqu'un seigneur échouait à protéger ses terres ou abusait de son autorité, il manquait à l'obligation fondamentale attachée à son rang. Cette idée se retrouve également dans l'idéal chevaleresque.
Le chevalier n'était pas seulement un combattant. Les récits médiévaux le décrivent comme un noble appelé à défendre les faibles, protéger les veuves, secourir les orphelins, telle la devise, et faire preuve de générosité envers les plus modestes. Bien entendu, la réalité était souvent différente de l'idéal. Tous les nobles n'étaient pas vertueux, et de nombreux abus furent commis au fil des siècles. Pourtant, même lorsque les comportements réels s'éloignaient de ces principes, ceux-ci continuaient de servir de référence morale. Un noble cruel ou avare était généralement critiqué précisément parce qu'il ne montrait pas à la hauteur des devoirs que son statut imposait. La déchéance de nos anciens nobles, dont leur caractère propre fut hérédité des actions chevaleresques de leurs ancêtres, est très bien exprimée par ce proverbe de Napoléon lui-même. La noblesse aurait subsisté si elle s'était plus occupée des branches que des racines. Cette tension entre privilèges et responsabilités apparaît constamment dans la littérature médiévale. Les héros admirés ne sont pas ceux qui accumulent le pouvoir pour eux-mêmes, mais ceux qui mettent leur force au service d'une cause plus grande qu'eux. Le bon souverain est celui qui protège son peuple. Le bon chevalier est celui qui défend les innocents. Le bon seigneur est celui qui veille sur ses dépendants. Ainsi, l'application du concept de noblesse oblige ne se réduisait pas à un simple code de politesse ou à une règle de bienséance. Elle constituait une véritable vision de l'ordre social. Selon cette conception, chaque individu recevait certaines responsabilités en fonction de sa place dans le monde, et l'honneur consistait à les accomplir avec fidélité. Cette idée a traversé les siècles parce qu'elle répond à une question fondamentale. Qu'est-ce qui légitime le pouvoir? La réponse proposée par le concept du noblesse oblige est claire. Le pouvoir n'est justifié seulement lorsqu'il est exercé au bénéfice de ceux qui ne le possèdent pas. À notre époque, ce concept est quasi oublié, car le caractère noble disparaît de plus en plus, tel le disait Nietzsche. C'est peut-être pour cette raison que le concept continue de fasciner historiens et philosophes. Derrière les titres, les richesses et les honneurs se cache une exigence plus profonde, celle de mériter sa position par le service, la générosité et l'exemple. En fin de compte, le concept de noblesse oblige rappelle une vérité ancienne. La grandeur d'un homme ne se mesure pas seulement à ce qu'il possède, mais à ce qu'il fait pour les autres avec ceux qu'il possède. Dans les prochaines vidéos, on va travailler sur le concept du philosophe roi de Platon et de sa méfiance envers la démocratie, ainsi que du rapport Nietzsche à la noblesse. Sur ce, likez et abonnez-vous. D'ailleurs, on travaillera sur plein d'autres petits concepts, je vous préviens. Ça peut d'ailleurs peut-être vous servir, c'est pas de la grosse qualité, mais ça peut peut-être servir pour des révisions, remettre dans quelques petites rédactions. Prenez le concept du noblesse oblige, vous avez énormément à faire en littérature avec ce concept. Au revoir.